On va parler de choses extrêmement concrètes qui nous touchent aujourd'hui. Après les pénuries de médecins, les pénuries de médicaments. Oh, ça, je croyais que c'était réglé. On nous en avait parlé déjà depuis 2020. On va voir qu'il y avait Macron qui avait fait des grandes annonces sur ce sujet. Ça fait longtemps qu'on a des pénuries. Eh bien, visiblement, le problème, comme vous allez le voir, n'est pas réglé, n'est pas prêt d'être réglé, a tendance à s'aggraver, et on va voir pourquoi et ce qu'il se passe. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette fantastique chaîne et à partager mes vidéos. Parce que c'est gratuit, ça fait vivre la chaîne, et ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur Tipeee ou en vous rendant sur ma boutique zoneartisanale.com. Zone Artisanale, c'est la traduction concrète des idées que je prône sur cette chaîne. Un projet pertinent qui répond à un besoin réel des artisans et qui encourage le développement de la production française sans subvention. En somme, tout l'inverse de la soi-disant relocalisation engagée par nos gestionnaires de l'année, se résumant à la multiplication d'éléphants blancs structurellement déficitaires, sans clients et bourrés d'argent public. Cette boutique est en constante évolution. Vous retrouverez les dernières nouveautés dans l'onglet dédié, et l'onglet artisan vous permet de découvrir rapidement les produits de chacun d'entre eux. Tous les liens sont en description. Merci de votre attention, et reprenons sans plus tarder le fil de notre singerie du jour. Pénurie de médicaments, les pharmaciens face à une situation critique le 30 mai 2024. En 2018, 868 médicaments étaient signalés en rupture. Désormais, les compteurs s'affolent, ce sont pas moins de 4900 signalements en 2023, contre 3761 en 2022. Donc rien qu'en un an, là, déjà qu'on est sur des plus hauts, encore une hausse de 30% de ruptures signalées. On est en rupture de médicaments de base, d'amoxicilline sous forme pédiatrique, d'antidiabétiques comme l'Ozempic et le Trulicity. L'Ozempic qui sert d'ailleurs aux stars pour perdre du gras maintenant, mais bon, c'est autre chose. Les pénuries de produits de santé ont toujours existé, mais leur nombre a été multiplié par 30 au cours de ces 10 dernières années, jusqu'à atteindre la situation critique que nous connaissons tous depuis la crise sanitaire. Donc, 10 ans que le problème est apparu, se renforce d'année en année, jusqu'à ce qu'on appelle une situation critique qui dure depuis 4 ans. On va voir comment le problème a été traité ou pas traité, justement. Le nombre de médicaments en rupture augmente, mais aussi les catégories concernées. D'accord, donc il y a un problème vertical de quantité et horizontal sur toute la gamme. Le truc s'aggrave dans tous les domaines. La pénurie touche désormais tous les médicaments sans distinction, même le paracétamol vient à manquer, ce qui est particulièrement bizarre en 2024, comme on va le voir. Les pénuries de médicaments qui compliquent le quotidien des pharmaciens sont devenues l'affaire du gouvernement. Vous allez voir que Macron s'est beaucoup engagé là-dessus, notamment sur le paracétamol. Il y voit avant tout un sujet de souveraineté, puisque les pays asiatiques concentrent désormais l'essentiel de la production. 60 à 80% des principes actifs des médicaments proviennent d'Asie. Vous avez le principe actif, puis après, il est importé et il va être conditionné, reformulé dans un médicament. Parfois, le conditionnement peut se faire ailleurs qu'en Asie. Mais en tout cas, vous avez besoin du principe actif pour faire le médoc, quoi. Et ça se fait surtout en Inde et en Chine, qui sont aussi de gros pourvoyeurs de médicaments génériques. La relocalisation de la production en France est une des priorités gouvernementales, a rappelé Macron lors d'un déplacement en Ardèche. Alors, d'où vient le problème? Pourquoi est-ce que ça fait 10 ans que le problème s'aggrave dans tous les domaines, s'étend à tous les médicaments, et que nous sommes dans une situation critique depuis 4 ans? Pour l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui ne s'est jamais bien distinguée par sa compétence et son sérieux, il y a eu des problèmes, quoi. Eh bien, l'ANSM voit plutôt dans ces pénuries des origines multifactorielles, c'est compliqué, difficultés de fabrication, défaut de qualité, production insuffisante, et puis la guerre en Ukraine qui a eu un impact sur les productions, puisque certains conditionnements comme le verre et l'alu viennent à manquer, tout venait d'Ukraine, encore une fois. Et oui, ce petit pays de 30 millions d'habitants à peine, avec un PIB, c'est même pas la région Rhône-Alpes, je crois, tout est fait fabriquer là-bas, vous comprenez? Mais apparemment, les pharmaciens ne sont pas dupes. Ils dénoncent des prix de vente des médicaments qui sont trop bas et inciteraient les laboratoires à vendre à d'autres pays. Il prend l'exemple de l'Ozempic. L'Ozempic qui est facturé donc 70 €, ça c'est un prix administré avec la Sécu, et c'est vendu entre 400 et 600 € la boîte, enfin $1. Pas étonnant que les industriels aillent chercher leur intérêt ailleurs. Donc quand il faut vendre de l'Ozempic, on les vend d'abord aux Amerloc au prix fort, et puis s'il y a du surplus, on en vendra ailleurs en Europe, et puis s'il y a du surplus, on fournira un peu la France, puis bon, on veut pas non plus trop se fâcher parce qu'on a d'autres produits à fourguer à la France,
Et la Sécu est quand même un très très gros marché pour l'industrie pharmaceutique. Alors c'est vrai que, comme on va le voir, il y a eu une espèce d'alliance, un deal qui est passé avec l'industrie pharmaceutique, qui est de dire sur les médicaments génériques ou vieux, on vous les achète au prix plancher, donc vous n'allez rien gagner avec ça, mais on accepte de vous payer des médicaments innovants au prix fort, et comme c'est remboursé par la Sécu, ben, ça fait un marché solvable très intéressant, quoi. Face à ces manques, les réponses commencent à se coordonner. Ah, enfin un peu d'action. On a les pouvoirs publics qui se voilent la face, c'est la faute de la guerre en Ukraine, c'est compliqué à fabriquer, on ne sait pas trop d'où ça vient. On savait fabriquer des médicaments, maintenant on ne sait plus, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharmaciens expliquent qu'il y a un problème au niveau de la fixation des prix dans un contexte de mondialisation où la liberté de circulation de marchandises fait que les fabricants sont libres de vendre là où ils veulent. Et donc, face à ces manques, eh bien, la réponse commence à arriver, et devinez quoi? Ils vont simplement gérer la pénurie. Eh oui, les acteurs de la chaîne pharmaceutique se sont engagés, ils ont signé une charte pour répartir équitablement les stocks de médicaments disponibles sur le territoire. Il ne s'agit pas de régler la pénurie, on va gérer la pénurie. Voilà, c'est tout. Parce que les décisions qui permettent de la régler se prennent ailleurs. Alors on va faire un tableau d'équivalence des médicaments pour vous fournir un médicament qui n'est pas celui qu'on vous aurait prescrit, mais qui ira bien dans le contexte actuel. Et puis vous allez avoir la fameuse Alliance européenne des médicaments. Voilà, comme je vous avais dit dans cette vidéo sur les vraies valeurs de l'Union européenne, eh bien, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'occasion d'aller plus loin dans le fédéralisme européen. Et on te dit, la solution n'est pas nationale, c'est au niveau européen, il faut qu'on s'entende entre nous, il faut qu'on complexifie encore plus le bordel européen pour créer cette espèce de chimère là, complètement idéologique, mais bon, c'est pas grave. Donc tout ce qu'on sait faire pour le moment, c'est gérer la pénurie. Et pourtant, Macron en 2020, il avait promis la relocalisation. C'est maintenant, dans le domaine de la santé. N'était plus produit en France et en Europe. Oh, les médicaments sont produits... on a découvert que les médicaments étaient plus produits en France et en Europe. Tout le monde l'a vécu. Et donc nous devons, au-delà de nous poser la question, en tirer toutes les conséquences. Et je souhaite d'ailleurs qu'avec Sanofi, nous continuions dans cet esprit de partenariat à pleinement réengager ce dialogue, d'ailleurs gagnant-gagnant, où parce que nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements, on pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Ouais, le succès de la Startup Nation, les enfants. Alors là, vous avez tout. Vous avez le président de la République qui vient sucer une multinationale qui a passé son temps à délocaliser la production et donc qui est responsable du fait que les produits essentiels, médicaments, on s'est aperçu que c'est plus produit en France et en Europe. Oui, vous leur avez permis de délocaliser en Inde et en Chine et tout le monde le sait, mais bon. Et donc là, maintenant, on va renouer le dialogue, et puis dans un partenariat gagnant-gagnant, en discutant un peu, en leur donnant du fric, on va essayer de fabriquer du paracétamol. Ouais, c'est pas un médicament qui date du début XXe siècle, ça? J'ai pas regardé de quand date le paracétamol. Apparemment, ça remonte à l'Antiquité. Des préparations à partir de composés naturels d'écorce de machin chose, avec de la quinine. 1897, l'aspirine est synthétisée par Félix Hoffmann, grand succès des laboratoires Bayer. Ça fait un petit peu 150 ans qu'on fabrique du paracétamol et de l'aspirine et du doliprane et tous ces trucs-là, quoi. Mais là, on va mettre des millions sur la table. Faut qu'on retrouve la capacité à produire du paracétamol. 5e puissance mondiale, ou 6e, ou 7e, ou on sait plus. La Startup Nation, on va essayer de faire un médicament de l'ère pré-industrielle. Alors, bon, c'est ridicule. Et on va voir un petit peu parce que là, il est allé chez Sanofi, donc annoncer qu'il va renouer le dialogue pour encourager la relocalisation auprès de ceux qui ont délocalisé. Et donc, il faut leur donner du fric. Parce qu'il faut que le projet soit rentable, compétitif à l'échelle internationale, et il ne faut surtout pas remettre en cause la mondialisation. On ne va pas mener une politique protectionniste. Par contre, dans le même temps, ça c'est très macronien, le président de la République a voulu rassurer, les pénuries de médicaments pour raison de fabrication lointaine et de priorité nationale, c'est fini. Eh oui, parce qu'on va subventionner les relocalisations, à produire du paracétamol en France, 200 millions d'euros, pour adapter et étendre les infrastructures. Ces relocalisations seront accompagnées d'un mécanisme de planification de la production française de médicaments, d'une politique de résilience en matière de santé soutenue par un investissement de 200 millions destiné à adapter et étendre les infrastructures de production. Car dans les années à venir, d'autres crises sanitaires sont à prévoir.
Apparemment, le PDG de Sanofi avait provoqué une polémique en 2020, puisqu'il avait dit vouloir réserver la primeur du vaccin aux Américains, qui avaient mis 30 millions dans la recherche. Ça n'avait pas plu, et finalement, il est dans son usine, et il va lui filer 200 millions, ou en tout cas une partie de cet argent, pour encourager la relocalisation. Bon. Alors on va voir ce qu'il en est. Pourquoi la production du paracétamol Made in France prend du retard? 21 août 2024. Et ça fait 4 ans. La rentabilité du projet reste à prouver. Oh, comme c'est bizarre. Ouais, on va comprendre aussi pourquoi il y a un problème de rentabilité. Il y a un problème de coût, mais il y a aussi un problème de prix d'achat. Et qui c'est qui achète les médocs? Bon. Ce lundi 8 avril, des bouteilles destinées à l'export, bouteilles d'Efferalgan vers l'export vers l'Afrique, défilent sur la ligne automatisée. Toutes les étapes de la formulation au conditionnement sont assurées sur place. Toutes, sauf celle du paracétamol, la molécule qui compose cet antalgique, utilisé contre les douleurs et la fièvre. UPSA l'importe d'Inde, de Chine ou des États-Unis, tout comme son concurrent Sanofi, avec sa marque iconique Doliprane, dont environ 400 millions de boîtes sont vendues chaque année dans l'Hexagone, sur un marché total de 500 millions. Ils sont presque en situation de monopole, il va falloir faire une action auprès de la Commission européenne pour se plaindre. On parle d'un projet trop ambitieux, qui est mené par le groupe de chimie pharmaceutique Sequence à Roussillon en Isère, 100 millions d'euros, dont 30 à 40% financés par l'État. Et c'est drôle parce que ça va être implanté là où le dernier atelier français de fabrication de paracétamol avait été fermé en 2008 par Rhodia, face à la concurrence asiatique à bas coût. Tout un symbole. L'objectif, et là il faut retenir, ça va être de produire 15 000 tonnes de paracétamol par an, la moitié de la consommation européenne. Quant à celle de la France, elle est de 4 000 tonnes. Donc ils ont fait une usine grand format pour essayer, j'imagine, d'avoir des économies d'échelle. Et ils se disent, on va produire presque 4 fois la production française. Et on va essayer de vendre ça aux Européens ou à quelqu'un. Alors qu'il y a déjà de cela plus de 10 ans, plus de 15 ans même, la dernière usine avait fermé face à la concurrence asiatique à bas coût, qui est toujours à bas coût. Donc le problème n'est pas réglé. On est en train de faire un éléphant blanc à 100 millions pour surproduire en plus, parce que actuellement, en fait, il n'y a pas de pénurie de paracétamol. C'est pas le produit qui est le plus en pénurie. Donc on va juste faire exploser l'offre et faire baisser les prix, mais bon. Donc le chantier isérois prend du retard, sortira pas avant 2026. C'était en fait une décision très politique, prise en partie pour rassurer la population et amuser les gens, et on fout du fric. Voilà. On n'a eu aucune politique intelligente en matière de souveraineté du médicament pendant des décennies, et au dernier moment, quand on est dans une crise, ça fait 10 ans qu'il y a des problèmes, donc depuis 2014, 2020 il y a la crise, et là, on s'est tous aperçus qu'il y a eu des délocalisations. Allez, vous en faites pas, on va faire un gros chèque d'argent public et prétendre qu'on prend le problème à bras-le-corps. Les délais industriels avancés par l'Élysée étaient sans doute trop audacieux, quand on dit des conneries. Le laboratoire s'est engagé avec UPSA à s'approvisionner sur le long terme à l'usine de Roussillon. Donc ça, c'est au moins un truc un petit peu rassurant, d'avoir au moins un client qui s'engage à acheter la production. Il y a 15 000 tonnes, de toute façon, donc ça va être compliqué à écouler, mais on verra bien. C'est UPSA qui explique qu'ils préfèrent avoir un approvisionnement local, mais en fait, ça va être une partie de leur production, quoi. Alors, ils se sont compliqués la vie. Sequence, qui produit déjà cette molécule sur 2 sites en Chine, a d'abord dû trouver la bonne recette pour la fabriquer de manière compétitive en France. Un casse-tête qui a rallongé la phase de recherche et de développement. Nous avons développé des procédés innovants, notamment sur le plan environnemental, pour consommer moins d'eau, d'énergie, de matières premières. Donc on met les gens en concurrence déloyale avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes. Je ne sais pas si ces normes se justifient, c'est pas la question, mais le fait est qu'elles sont là. Et ensuite, on leur dit, vous avez le droit d'aller produire à Pétaouchnok, là où vous n'avez aucune régulation, et de tout réimporter en France, quasiment sans droit de douane, sans taxes, et bien sûr sans quota par contre. Et on s'étonne que, depuis 2008, on fabrique plus de paracétamol en France. Alors pour compliquer les choses, en plus des problèmes réglementaires, puis aussi du coût du travail qui est forcément plus élevé, un projet rival a vu le jour. Une start-up s'est lancée qui vante un procédé de production moins polluant, révolutionnaire, et qui pourrait obtenir le soutien de Bercy. Donc on finance un peu à tout et n'importe quoi. Fabriquer du paracétamol à la manière chinoise n'a aucun intérêt, prêche son PDG, vous allez voir un peu ça. 32 millions d'euros d'investissement, dont 4,4 millions d'aides de la région Occitanie. Isofène promet une commercialisation de ses premiers liots, 4000 tonnes par an, donc la totalité du besoin français, dès le second semestre 2025, coiffant Sequence au passage, au poteau. Seul hic,
le paracétamol sortira de son usine en coûtant 30 à 40% plus cher. De quoi refroidir les laboratoires. Alors UPSA, qui bouffe à tous les râteliers, a aussi investi 500 000 € au capital d'Ipsophène et se dit prêt à payer le prix. Bon, un approvisionnement en circuit court permet d'assurer la disponibilité des médicaments. Faut croire que dans le contexte actuel, ils y voient quand même un intérêt. Et puis, l'enjeu est aussi de réduire nos émissions de Scope 3. Voilà, les conneries RSE, développement durable et toutes ces conneries, compensation carbone. Voilà, au moins ça justifie des relocalisations et du coup de payer 30 à 40% plus cher. Reste la question de la rentabilité du paracétamol en France. Il y en a quand même quelques-uns qui ont compris qu'on reste en concurrence frontale avec des pays asiatiques et c'est bien joli de subventionner le développement et l'installation, mais quand il s'agit d'acheter au fil de l'eau, est-ce qu'on continue de subventionner continuellement chaque boîte de paracétamol? Voilà, donc la production locale doit être mieux valorisée ou au moins protégée, peut-être en taxant les produits asiatiques. Et pas bien au courant là, Damien Parisien, il porte bien son nom, DG du laboratoire Benta. Il est au courant qu'on n'a pas le droit de taxer les produits asiatiques ou... Bon, j'en sais rien. Certes, un moratoire gèle toute baisse de prix jusqu'à fin 2024, mais après, le sirop pédiatrique d'UPSA affiche déjà une marge négative de 17% sur le marché français. Et le cas de Biogarant dont on va parler, Fleurant Tricolore, on va en parler. Reste à voir aussi si c'est vraiment misé sur le bon cheval. Il y a 5000 médicaments qui sont sous tension en 2023 et le paracétamol, comme je vous le disais, n'est pas celui qui représente un risque majeur de pénurie. En cancérologie, il manque 45 molécules de base et c'est des molécules qui sont beaucoup plus rentables. Mais bon, je dis pas que ça peut avoir un intérêt d'avoir au moins une petite partie de la production de paracétamol en France, de sorte à ce que si tu as un problème, tu as au moins une usine qui le fabrique et tu peux essayer, tu la fais passer en 3-8, tu vois, pour augmenter la production. C'est plus simple quand tu as un savoir-faire de pallier à une pénurie conjoncturelle, comme il y a pu en avoir pendant le Covid, plutôt que de tout réinventer à partir de zéro, où les mecs étaient même plus capables de fabriquer des bouts de masque en tissu, c'était devenu compliqué. Enfin, il y a un moment où l'industrialisation a des conséquences. Tu vois, on aurait gardé une petite partie de l'industrie textile, genre dire, on descend pas en dessous de 10, 15, 20% d'industrie textile, et le reste, on peut l'importer. Eh ben, on aurait eu des usines capables de coudre 2-3 trucs, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, c'était peut-être pas la priorité de relocaliser le paracétamol, c'est devenu le gris-gris macronien. Et puis ici, on nous parle d'une coopération européenne, parce que non seulement c'était pas forcément la molécule la plus pertinente pour subventionner la relocalisation, mais l'Union européenne veut maintenant endiguer le fléau des pénuries, un défi gigantesque alors que 60 à 80% des principes actifs sont fabriqués en Asie. Et donc on va faire l'alliance des médicaments critiques, un nouveau truc à la con qui va être lancé là pour 5 ans. Donc 4 ans après le début de la crise, on lance ce truc-là. Il s'agit de réaliser des investissements colossaux, mais de les coordonner. Si la France a joué cavalier seul avec le projet Séquence et le paracétamol, on estime à Bercy qu'il est important de se coordonner pour éviter de se retrouver avec 24 usines de paracétamol en Europe qui pourraient fournir 15 000 tonnes, quoi. Mais sûr qu'on va passer pour des cons. Donc l'idée, ça va peut-être être de se répartir les marchés, et donc certains vont se spécialiser dans ce médicament. Donc visiblement, la France est déjà spécialiste du paracétamol. D'autres pays vont se spécialiser dans d'autres médicaments qui peut-être rapporteront un peu plus. Est-ce que tout cela s'équilibrera sur le plan économique? On va voir. Cette alliance européenne peut renforcer les projets tricolores de Séquence et Ipsophène. Elle va potentiellement augmenter la demande et développer leurs débouchés. En gros, on compte maintenant sur l'Union européenne pour forcer les autres États à acheter nos merdes. Parce que là, on va produire 15 000 plus 4 000, ça fait 19 000 tonnes de paracétamol, alors que c'est pas le médicament le plus en tension et qu'il est moins cher en Inde et en Chine, mais on va fabriquer quand même de quoi alimenter 80% de la demande en Europe. Ce serait bien d'avoir des débouchés. Et donc, on va compter sur cette alliance européenne du médicament et dire aux pays européens: achetez-nous, s'il vous plaît, notre paracétamol, et nous, on vous achètera des produits fabriqués chez vous, et comme ça, on évite de les acheter en Chine ou en Inde. Mais évidemment, le paracétamol n'est pas le produit à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà où on en est du fameux projet paracétamol. Ça a foiré, et ça va nous coûter de l'argent. Et une fois que l'usine sera installée, eh bien, il faudra encore subventionner la production, parce qu'on va se retrouver avec des produits plus chers, non compétitifs, face à des produits chinois et indiens qui... Tant qu'il n'y a pas de pénurie, en fait, il n'y a aucune raison d'acheter en France. Ça ne s'est pas arrêté là, puisque
Ils ont décidé de faire une liste des médicaments menacés de pénurie. Ah, nouvelle action. Après la gestion de la pénurie, on va la recenser de manière efficace. Santé. Braun a reçu une première liste de 300 médicaments menacés de pénurie. 16 mai 2023. Hein. Apparemment, ils ont mis près de 10 ans à se rendre compte qu'il y avait des pénuries, qu'il faudrait peut-être faire une liste et voir comment on peut faire pour assurer les approvisionnements sur des tensions d'approvisionnement qui se répètent et qui sont particulièrement critiques depuis 2020. Non, 3 ans pour faire une liste. Le mec est content, quoi. Le ministre de la Santé, il a mobilisé ses équipes. Ça devient c'est le boulot des autres. Hein. Donc je me suis engagé à faire une liste de médicaments dits critiques avant la fin de ce mois. J'ai eu une première liste de 281 médicaments exactement aujourd'hui, hein, a déclaré François Braun. Cette liste va être encore ajustée parce qu'il y a des doublons. Antibiotiques, paracétamol, antiépileptiques, anticancéreux. De plus en plus de médicaments viennent à manquer dans les pharmacies, en France comme ailleurs en Europe, suscitant une inquiétude croissante de divers acteurs. Quelques 3500 signalements de rupture de stock. Ah, retour des mesures concrètes. Après la gestion de la pénurie et l'établissement de la liste, on va s'attaquer aux vraies mesures. Le gouvernement conduit une politique de mesures concrètes, a défendu le ministre de la Santé. D'accord. Ces 3 derniers mois, des mesures ont été prises envers les industriels. Il a affirmé que cette liste permettra de mieux étudier la chaîne de production de chaque médicament et de mettre en place des mesures concrètes pour éviter les ruptures. Il y a également un plan hivernal puisque tous les hivers nous augmentons la consommation de certains médicaments et également un plan blanc du médicament en train de se mettre en place. Donc apparemment ils vont essayer d'anticiper des pénuries en faisant des stocks et ils essayent de comprendre les chaînes de production. L'objectif de Macron est un retour à la souveraineté industrielle. Avec Choose France, voilà, on va investir plus d'1 milliard d'euros, on va voir ce que ça va être ce milliard. Et le ministre de la Santé a également vanté une action au niveau européen pour harmoniser nos politiques face aux pénuries. Donc on va perdre du temps dans la bureaucratie, on va perdre au moins 10 ans, pour essayer de se répartir les marchés et dire, ah bah toi tu auras l'usine rentable, toi tu auras l'usine pas rentable, et puis on va échanger les médicaments. François Braun a préconisé plus de transparence des laboratoires pharmaceutiques sur la production. Une solidarité européenne accrue quand un pays a des stocks et peut aider ceux qui n'en ont pas, ainsi qu'une liste européenne de médicaments essentiels pour garantir leur production en France comme en Europe. Donc c'est toujours les mesures d'action concrètes qui sont strictement les mêmes qu'au début, mais à une autre échelle. On répartit la pénurie non plus au niveau national, mais au niveau européen. On fait une liste de médicaments essentiels, et puis on va discuter de la manière dont on peut essayer de sécuriser l'approvisionnement. Et puis, dans ce contexte particulier, 1 an après toutes ces mesures concrètes de liste, d'études des pénuries, eh bien, 1 an plus tard, où est-ce qu'on en est? Non seulement on n'a pas avancé, mais même on recule, puisqu'il y a 72 génériques qui sont visés par une demande de suspension de leur autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne. En tout, c'est même 400 médicaments génériques, dont 72 qui sont commercialisés en France, parce qu'il y a eu des irrégularités dans les études. Retrait de médicaments qui se cache derrière Synapse Lab, une société mise en cause. Les évaluations qu'elle a menées sur 400 médicaments génériques sont apparemment insuffisantes. On retrouve parmi ces médicaments des produits du laboratoire Biogarant. Ça a son importance, vous allez voir, c'est cocasse. L'Agence européenne du médicament a estimé que cette entreprise n'est pas fiable. Les études menées par la société indienne, donc c'est une société basée en Inde, sont incomplètes ou insuffisantes concernant 400 médicaments. Les médicaments brevetés qui servent de modèle aux médicaments génériques, c'est ce qu'on appelle les princeps, donc ceux-là sont soumis à une autorisation de mise sur le marché, mais ce n'est pas le cas des génériques qui contiennent simplement le même principe actif, le même dosage, le même mode d'administration que le princeps. Ils ont l'avantage de coûter moins cher et donc aussi d'avoir des autorisations de mise de commercialisation allégées. Pour obtenir une mise sur le marché européen, les médicaments génériques doivent être évalués par un organisme de recherche sous contrat. Ces sociétés sont des sous-traitants de l'industrie pharmaceutique qui mènent les études, et donc ceux qui décident de ce qui va arriver sur le marché européen sont des sous-traitants indiens de l'industrie pharmaceutique, qui peut être autant des boîtes européennes qu'américaines, que chinoises, ou voilà. D'accord. Et donc ce laboratoire va simplement vérifier que le générique et le princeps ont les mêmes effets, libèrent bien la même quantité de substances dans l'organisme. Et visiblement, ils n'ont pas bien fait leur travail. Et donc il y a eu une inspection des bonnes pratiques à Synapse Lab, menée par le comité des médicaments à usage humain, à l'initiative de l'Agence nationale espagnole des médicaments, et apparemment il y a eu des problèmes. Elle a montré des irrégularités dans les données, des insuffisances de documentation, problèmes dans les systèmes informatiques, dans les procédures de gestion des données,
Seul un petit nombre de médicaments évalués par la société indienne ont pu conserver leur autorisation de mise sur le marché. Suffisamment de données justificatives étaient disponibles pour démontrer de la bioéquivalence. Donc cette boîte créée en 2007, qui emploie 250 personnes, dispose d'une équipe clinique expérimentée, des gens très professionnels. Voilà. L'organisation se décrit comme visionnaire et vante sa rapidité de traitement à la vitesse d'une impulsion électrique et sa flexibilité. Oui, ça c'est sûr. La société explique travailler avec des clients issus du secteur de la biotechnologie et de la pharmacie, répartis en Europe, en Inde, aux États-Unis. C'est des labos dans des pays étrangers qu'on a du mal à surveiller, puisque de 2007 à 2024, visiblement, ils ont travaillé dans ce domaine, et il a fallu 17 ans avant qu'on se rende compte qu'ils faisaient du travail de cochon, et qu'ils étaient simplement les larbins qui produisent de la fausse information à pas cher pour le compte de l'industrie pharmaceutique, qui veulent avoir le tampon rapidement pour la mise sur le marché. Heureusement ici, l'EMA, donc l'autorité européenne du médicament, a publié la liste précise des génériques faisant l'objet d'une suspension, mais précise que pour l'instant, il n'existe aucune preuve de la nocivité ou du manque d'efficacité des médicaments concernés. Elle recommande aux patients consommant ces médicaments de se tourner vers leur médecin traitant ou leur pharmacien pour réfléchir à une solution alternative. Cependant, l'autorisation est suspendue, mais ils ne sont pas retirés. Et la plupart des médicaments ont même un délai de 2 ans pour revenir dans les clous, pour que leur fabricant présente des études valables, parce que, il n'existe pas de solution alternative. Nous échangeons avec différents laboratoires pharmaceutiques pour évaluer les actions mises en œuvre afin d'assurer la couverture des besoins des patients. Chaque laboratoire, comme Biogarant, doit fournir d'autres preuves pour démontrer la bioéquivalence entre les génériques et le médicament breveté pour lever la suspension. Certains laboratoires ont d'ores et déjà soumis les résultats de nouvelles études de bioéquivalence. D'autres génériques ne pourront pas être définitivement supprimés. Il s'agit de ceux pour lesquels il n'existe encore aucune alternative. Donc il y en a qui sont toujours sur le marché parce qu'on n'a tout simplement pas d'alternative. Quant aux autres, visiblement, ils étaient plus ou moins au courant qu'il allait y avoir une carabistouille, puisqu'il faut quand même un petit peu de temps, j'imagine, pour mener des études sur des médicaments pour démontrer la bioéquivalence. Mais à nouveau, ils ont été chez des sous-traitants, qui sont peut-être en Inde, qui n'ont peut-être pas été bien évalués, dont on s'apercevra qu'ils font du travail de cochon, et aucun fabricant, aucun laboratoire n'a été sanctionné. Tout va retomber sur la gueule du laboratoire indien qui a fait les études, et on lui dira ils ont mal travaillé, ils nous ont trompés. Ce n'est absolument pas le donneur d'ordre qui a dit vous me faites le truc le moins cher possible, tant pis si c'est bullshit. Ce système d'études déléguées par l'industrie à un sous-traitant dans un pays étranger, qui n'est pas forcément d'ailleurs le plus développé, ça, on ne le remet pas en cause. Aucun fabricant ne va être sanctionné. On ne change rien aux méthodes. Et on prend de nouvelles études sorties d'on ne sait où, qui sont soi-disant censées prouver la bioéquivalence des génériques, qui ces 17 dernières années apparemment étaient déjà prouvées. Et finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Donc on continue ce système de délocalisation, sous-traitance, mondialisation. Rien n'a changé ces 4 dernières années. Et même si l'Union européenne te fait l'alliance européenne du Médoc et machin, ils ont un scandale sous les yeux, ils ne le règlent pas. C'est un accident de parcours, il n'y a pas de... je sais pas. Alors ça continue. Fleuron pharmaceutique sur le déclin, comment la France est en train de perdre le match des exportations. 30 mars 2024. Voilà le résultat de ces développements avec des gens qui font des mesures concrètes à base de listes de médicaments et de répartition de la pénurie, et de temps en temps une petite usine de un truc gadget ultra subventionné. Eh bien, la France va peut-être un jour devenir déficitaire dans sa balance commerciale des produits pharmaceutiques. Pourtant, jamais les produits pharmaceutiques n'ont enregistré de déficit commercial en France. Entre 2014 et 2022, ils ont réalisé une moyenne de 3,7 milliards d'euros d'excédent commercial, avec même un pic à 6,2 milliards en 2019, mais, cette année, la balance commerciale s'est nettement dégradée avec un excédent de seulement 384 millions d'euros. Inexorablement, les courbes des exportations et des importations convergent. En 2023, les imports ont atteint un niveau record de 36 milliards, en progression de 4%, tandis que les exports ont fléchi de 2,8% à 37,14 milliards. De quoi craindre une bascule dans le rouge à l'avenir. On va bientôt perdre notre, entre guillemets, souveraineté pharmaceutique, où on va se mettre à importer plus de médicaments qu'on en exporte. Donc déjà qu'on voit que sur des produits spécifiques, on peut avoir des tensions d'approvisionnement et des pénuries, mais même d'une manière globale, on va être déficitaire sur l'approvisionnement en médicaments. L'un des grands succès du macronisme. C'est comme pour la souveraineté alimentaire.
Étonnamment, en France, on commence à importer plus de 50% de tels légumes, de telles viandes. Et puis la tendance est à se poursuivre sur tous les produits agricoles. Et t'en as qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent on va perdre notre souveraineté alimentaire. Et rien ne bouge, rien ne change. Là, c'est pareil. On voit la balance commerciale plonger. On va voir en plus un peu plus loin dans le détail que c'est un peu la merde parce qu'on vit sur des acquis et qu'il n'y a pas de renouvellement de la gamme proposée. Et donc on s'oriente vers une perte de souveraineté du médicament alors que ça fait 4 ans que nos guignols d'En Marche, de Macron, plastronnent sur tous les médias sur le thème on fait de la relocalisation dans le domaine de la santé. On va devenir leader sur la production de médicaments, on va régler les pénuries en créant des usines de paracétamol à fond perdu. D'accord. Et donc voilà le résultat. Ici, on nous a dit que la France est mal positionnée sur le créneau des nouveaux médicaments. Sur 404 nouveaux médicaments enregistrés en Europe, seuls 33 sont produits dans l'Hexagone, contre 82 en Allemagne, 68 au Royaume-Uni, 62 en Irlande, etc. La France importe à hauteur de 95% des médicaments biologiques innovants, comme les protéines recombinantes, les anticorps monoclonaux, les thérapies cellulaires et géniques. Les importations depuis la Corée du Sud en 2023, par exemple, ont atteint 2,4 milliards d'euros, soit une croissance de 672%. C'est la relocalisation, les enfants. Traitement des cancers, l'immunologie, tout ça, on les importe, mais par contre, on va fabriquer du paracétamol. L'Hexagone a raté le virage des biotech. Centré sur son activité historique de synthèse chimique du médicament, la France a perdu des lignes de produits matures au profit de pays fabriquant à moindre coût et moins contraints par des réglementations environnementales. Donc typiquement le paracétamol qui s'est barré en 2008 en Inde et en Chine parce que c'est un produit à faible valeur ajoutée, il n'y a plus de brevet, c'est un médicament générique et donc on va le faire fabriquer au moindre coût là où c'est le moins cher. Et ces cons s'entêtent à vouloir relocaliser spécifiquement ce type de produit. En parallèle, elle a raté le virage des biotech et peine à attirer les productions de thérapies innovantes. C'était pas la prix Nobel de médecine ou je sais pas quoi là, qui a inventé un ciseau à génome là. Elle a fait ça en Allemagne, il me semble. Donc elle a été formée en France, finalement la recherche française ne lui donnait pas ce qu'elle voulait, et donc elle s'est barrée à inventer son truc en Allemagne, quoi. Oui, voilà, le CRISP-Cas9, là, je sais pas quoi. Donc on avait des talents, et puis on a créé un système bureaucratique probablement tellement débile, absurde et invraisemblable que les gens ont préféré aller travailler ailleurs. C'est comme pour les médecins. Il y a des gens qui veulent être médecins, qui ont la possibilité de l'être, qui ont les capacités intellectuelles pour l'être et l'envie, mais on a créé un système d'études tellement con et absurde que les types se barrent, vont faire leurs études ailleurs, et puis ne reviennent plus. Puis après on dit tiens, un médecin français a fait tel ou tel truc ailleurs. Voilà. Donc on a raté le virage des biotech, et ça c'est tout le contraire de certains voisins, qui eux au contraire voient des excellents commerciaux qui augmentent. Donc voilà, ils nous citent Belgique, Pays-Bas, Italie, ils ont tous eu des excellents commerciaux qui ont augmenté dans le domaine de la santé et de la pharmacie, alors que la France est en train de passer dans le déficitaire. Remédier à cette situation n'est pas gagné, les discussions stagnent entre les industriels et l'État. Malgré la diminution des impôts de production, le LIM et G5 Santé, j'imagine que c'est les lobbies du secteur, fustigent une fiscalité du secteur qu'ils estiment la plus lourde d'Europe et dénoncent la lenteur administrative. Ils ont également dans leur viseur les baisses récurrentes de prix des médicaments qui pénalisent les prix à l'export et n'encouragent pas les investissements en France. L'État n'a pas encore donné suite au rapport de mission interministériel sur l'amélioration du système de financement et de régulation des produits de santé remis à la fin de l'été. De leur côté, les industriels courent pour rattraper leur retard dans les biotech, difficile d'envisager un changement spectaculaire à court terme. Donc il ne se passe rien. Il ne se passe rien, la bureaucratie reste ce qu'elle est, la concurrence déloyale reste ce qu'elle est, il n'y a pas de plan pour faire de la recherche, il n'y a rien. Résultat de la relocalisation version Macron, Sanofi choisit l'Allemagne plutôt que la France pour sa nouvelle usine de production d'insuline. Voilà, un investissement à 1,3 milliard. Sanofi va moderniser son biocampus de Francfort d'ici à 2029. Le groupe pharmaceutique avait auparavant envisagé de localiser cette activité en France, selon la presse allemande. Sanofi va donc investir 1,3 milliard à Francfort, où le laboratoire français fabrique déjà la fameuse Lantus, ça c'est le produit de traitement des diabétiques. C'est un machin qu'ils ont inventé en fait pour contourner le fait que leur produit phare, qui générait énormément de pognon, était arrivé à terme de brevet, ou au-delà de 30 ans, ça devient générique. Et donc ils ont dit, on a fait une innovation incroyable, c'est exactement le même produit, mais sous une autre marque. Et donc non seulement on renouvelle le brevet, mais on va négocier avec la Sécu pour le vendre plus cher, parce qu'il y a de l'innovation. Et tout ça est donc fabriqué en Allemagne.
Et bien sûr, Sanofi souligne qu'il s'agit d'un équipement vital pour renforcer la sécurité d'approvisionnement à l'échelle européenne. Hein, voilà. Et donc là, on le met en avant. Quand ils délocalisent le paracétamol, la souveraineté européenne, française, ils en ont rien à foutre. Hein, et pour le relocaliser, il faut faire le chèque. Mais par contre, là, pour installer leur usine en Allemagne et faire leurs investissements en Allemagne plutôt qu'en France, eh bien, on met en avant la souveraineté européenne. La presse allemande souligne que Sanofi voulait s'installer en France au début, a finalement choisi de moderniser son usine de Francfort. Le soutien public allemand, à travers des subventions du gouvernement fédéral, du Land de Hesse et de la ville de Francfort, semble avoir été décisif. Les aides publiques devront être validées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de l'aide d'État de l'UE. Bon, vu qui dirige la Commission européenne, je pense que tout ça finira par être une formalité. Nouvelle victoire pour le gouvernement Scholz, etc. Donc voilà, Sanofi, dont d'ailleurs un des membres de l'équipe dirigeante, je ne sais pas si c'est le directeur ou le PDG ou je ne sais pas quoi, c'est le mari d'une certaine Amélie Oudéa-Castéra, je crois. Hein. Nouvelle recherche. Nous l'avons ici, donc depuis 2023. Le mari d'Amélie Oudéa est président du groupe Sanofi qui choisit de s'installer en Allemagne plutôt qu'en France. Et ensuite, elle vient se la ramener dans le cadre d'un gouvernement qui t'explique qu'ils vont relocaliser les productions de produits essentiels, y compris des traitements contre le diabète. On va les relocaliser en France. Ah mais ça va, c'est européen. Ça ira. Mais bon, Sanofi va quand même investir en France. Donc ça, c'était toujours la même année, donc en 2024. Sanofi mise sur la bioproduction avec plus d'1 milliard d'euros d'investissement programmés en France. Ah, donc ça va, nous ne sommes pas en reste. Attendez, on va voir le détail. C'était annoncé à l'occasion du sommet Choose France parmi 9 projets de santé. Sanofi a expliqué qu'elle allait investir 1,11 milliard d'euros. La conjonction des annonces n'est pas fortuite, indiquant habilement que le leader pharmaceutique français aussi mise sur le territoire hexagonal, fortement même avec des médicaments parmi les plus innovants puisque le projet concerne la bioproduction et la fabrication de biomédicaments. Et alors là, ça se décline en 3 volets. Donc le premier, il s'agit d'augmenter les capacités de formulation, de remplissage et de conditionnement pour des médicaments biotechnologiques et des vaccins avec 100 millions d'euros investis dans une usine à Trey. Donc, on ne va pas produire le principe actif, on continue de le faire venir de Chine, d'Inde ou je ne sais pas d'où. Mais on va augmenter la possibilité de le conditionner, de faire des petits dragées. Voilà, très bien, super. Le groupe prévoit aussi 10 millions d'euros pour relocaliser la production en France, qui est actuellement en Amérique, du principe actif du Tzield, un anticorps monoclonal indiqué dans le traitement du diabète de type 1, hérité de l'acquisition de la biotech Prévention Bio l'an dernier. Donc là, au moins, c'est une forme de relocalisation, mais bon, c'est 10 millions d'euros. Donc 100 millions pour du conditionnement, 10 millions là pour le Tzield machin. Et le milliard, il va où ? Eh bien, le milliard, il est là pour un complexe de R&D en bioproduction, soi-disant le plus gros investissement du groupe, mais c'est faux puisqu'il est en Allemagne, apparemment. Mais tout ça, pour l'heure, pour le moment, le calendrier n'est pas fixé. Un porte-parole esquisse un horizon à 2030. L'horizon, c'est ce qui s'éloigne quand on s'en approche. Horizon 2030 pour la mise en place de la future usine et des concrétisations plus rapides pour les autres projets, donc ceux que je vous ai énoncés précédemment. Cette déclaration surgit dans un contexte sensible. En avril, en décidant de réduire la voilure en oncologie, Sanofi a entamé de nouvelles coupes de R&D avec la suppression de 330 postes en France. Ah, donc on te dit on va ouvrir un nouveau centre de R&D, un jour, peut-être, horizon 2030, mais en tout cas aujourd'hui on vire 330 personnes. Mais on te présente ça comme un investissement formidable de Sanofi qui parie sur l'Hexagone. En 2022, le groupe s'est aussi séparé de sa division chimique pour le compte de tiers, reprise par le français EuroAPI à la santé peu reluisante. La branche distribution est passée à DHL. Et puis, on peut aussi citer la division santé grand public, regroupant les médicaments anciens à grand volume, dont le Doliprane, que Sanofi va probablement vendre. Sanofi va vendre sa branche qui produit le Doliprane. 400 millions de boîtes sur les 500 millions du marché français. Macron, en 2020, il s'est pointé dans une usine Sanofi, il est en visite chez Sanofi, il explique qu'on va relocaliser. On est en discussion avec Sanofi pour relocaliser le paracétamol. Et 4 ans plus tard, alors que l'usine essaye de sortir de terre, etc., Sanofi t'explique que toutes leurs branches santé grand public, qui s'appelle Opela, je crois, une filiale, bref, tous les médicaments anciens, grand volume, dont le Doliprane, c'est plus pour nous. Ça dégage.
Et donc tu as aujourd'hui Sanofi qui est en train de se recentrer sur de la recherche ailleurs en Europe qu'en France, hein, sur des produits de biotechnologie, sur le diabète, sur des produits rentables, et tout ce qui est médecine grand public, donc qui soigne quand même les gens qui ont quand même une utilité, on va faire un espèce de pot pourri, on va le filer à quelqu'un d'autre. Clairement, ils considèrent que ça va être des poids morts, quoi. Des sociétés qui font du chiffre mais pas de profit. Sanofi donc tournera la page du Doliprane d'ici la fin 2024. Elle va céder donc sa filiale. Donc ça représentait au total quand même 12% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà, renforcement des dépenses de R&D et plan à 2 milliards d'euros d'économie. Pour mieux se développer en tant que pure player pharmaceutique, Sanofi a également annoncé un renforcement des dépenses de R&D sur les biomédicaments et les vaccins. Le groupe n'a pas précisé à ce stade l'effort à venir, mais Paul Hudson a indiqué que les dépenses de R&D ont déjà atteint 7 milliards d'euros cette année. En parallèle, Sanofi envisage, sans plus de précision, un nouveau plan d'économie qui pourrait atteindre jusqu'à 2 milliards d'euros entre 2024 et 2025 afin de mieux financer sa quête de médicaments innovants. Donc ils vont vendre toutes leurs activités en France, Doliprane et compagnie. Le reste, ils vont peut-être le garder tant que c'est rentable, mais c'est pas leur priorité. Leur priorité, là où ils investissent de l'argent, c'est partout, sauf en France. Mais on va faire un plan d'économie de 2 milliards, donc il faut s'attendre à ce que, à mon avis, nous on aura le plan d'économie, et les autres, ils auront le plan d'investissement, tu vois. Et Macron, il est allé lécher le cul de ces gens en 2020. Enfin bref. Ridicule. Voilà où ça en est 4 ans plus tard, de sa fameuse visite chez Sanofi. Et alors, ça continue. Vous avez exactement la même chose, mais en pire, chez Biogarant. Vous savez, Biogarant qui a fait valider des médicaments auprès de Synapse Labs, ce laboratoire indien pas très sérieux. Et bien maintenant, Biogarant va être carrément racheté par des laboratoires indiens. Un problème d'éthique dans le monde du médicament. Oh, les génériques Biogarant destinés au marché français étaient majoritairement produits en Europe. Je crois que c'est plus de la moitié en France. Un circuit court qui pourrait bientôt disparaître. Donc non seulement on ne relocalise pas, mais ils sont incapables d'empêcher les délocalisations. Ah, le fameux Tramadol de Biogarant qui pourrait être bientôt produit en Inde ou en Chine. Le Tramadol qui faisait partie des médicaments dont l'étude de bioéquivalence était bidonnée. Aujourd'hui, le groupe n'est présent que sur le marché français, et 50% de sa production se situe sur le territoire national. Un camouflet pour Emmanuel Macron qui annonçait il y a quelques mois un plan de relocalisation de l'industrie pharmaceutique. Biogarant n'a même pas d'usine propre, ils n'ont que des contrats de sous-traitants. Si le groupe qui les rachète possède des usines en Inde, ce sera facile pour eux, ils ne feront que changer de fournisseur. Ce modèle de sous-traitance de l'industrie pharmaceutique est selon elle la source du problème, c'est la mondialisation à l'œuvre, et j'ai un problème, parce que je n'ai pas tout l'article. Du coup, j'ai perdu mes surlignages, mais c'est pas grave. On a toujours le même problème de concurrence déloyale, sur lequel on ne pourra jamais rien changer tant qu'on est dans l'Union européenne qui sacralise la libre circulation des marchés de capitaux et qui monopolise, qui a fait d'une compétence exclusive de l'Union européenne la négociation des accords de libre-échange, des accords commerciaux, toute la politique commerciale extérieure. Un constat dans lequel Bernard Bégaud, professeur émérite de pharmacologie à Bordeaux, voit surtout un problème de souveraineté. Alors vous allez voir que lui, il est un peu boomer, il est un peu à côté de la plaque. Les États membres de l'UE ne prennent pas la mesure du danger qu'il y a à dépendre de pays extra-européens pour la production de médicaments essentiels. Si, ça fait 4 ans qu'on nous casse les couilles avec ça. Seulement s'ils font rien, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. On dépend à 80% de pays hors d'Europe dans un contexte géopolitique tendu. On a vu le chantage de Vladimir Poutine avec le gaz ou les céréales, imaginez avec les médocs. Poutine n'a jamais fait de chantage sur le gaz. C'est plutôt d'ailleurs Zelensky qui est en train d'en faire un avec le gazoduc Brotherwood qui traverse son territoire. Bon, là il dira rien. Enfin bref, entre une Chine qui pourrait prioriser sa population qui a de plus en plus accès aux soins et se trouve déjà face à des ruptures, et l'Inde qui s'est rapprochée de la Russie, c'est faux, mais bon, c'est pas grave. Voir partir nos médicaments en Asie a un sacré goût de risque, d'autant plus qu'avec le conflit en Israël qui se régionalise, au-delà de la pollution générée par le transport de génériques aujourd'hui produits en France, l'insécurité grandissante en mer Rouge pourrait mettre en péril l'approvisionnement. Ce n'est pas de la théorie puisqu'en 2019, il y a eu 6 ruptures, dont 2 de médicaments majeurs. Pour les troubles bipolaires, ça a déstabilisé les traitements. J'imagine 6 ruptures liées à des problèmes géopolitiques en mer Rouge ou de transport. Voilà, on explique que quand vous réprimez le coût humain, c'est moins cher. C'est les conditions de travail et la production sociale. Quand vous réprimez le coût humain, qu'il n'y a pas de 35 heures de cotisation d'assurance maladie, forcément, c'est moins cher. Donc voilà, si Biogarant est vendu à des Indiens, ils iront délocaliser en Inde. On pourrait objecter qu'en 2023, Biogarant pourrait se targuer d'une croissance de 8,8%,
Mais une bonne partie des produits présentent une marge négative. Il y a quelque chose d'authentiquement scandaleux sur les prix des médicaments en France. C'est que d'un côté, vous avez des traitements issus des nouvelles technologies à des prix fous, et de l'autre, 90% des médocs essentiels valent des clopinettes. Résultat, on ne les fabrique pas, ou on va les fabriquer là où c'est le moins cher possible. Tout ça, comme je vous le disais, c'est un accord tacite entre l'État et l'industrie pharmaceutique. On favorise l'innovation, mais vous ferez plus de profit sur les médocs anciens. L'État a cependant progressivement rogné sur l'argent qu'il mettait dans les médicaments, si bien qu'ils deviennent infabricables chez nous. Le cas du paracétamol, typiquement, où tu as un abruti qui veut son jouet, il veut son objet de communication, et on va faire une usine de paracétamol sans client, sans rentabilité, qui va sortir de nulle part, et qui va couler aussi vite qu'elle est sortie de terre. Vous allez voir les plans de sauvetage de l'usine de paracétamol qui vont se multiplier une fois qu'elle sera construite. Biogarant donc, est-ce que tout ça va finir par délocaliser? Alors il y a quand même Bercy qui veille au grain. Il y avait des industriels français avec un fonds qui voulaient racheter le truc, mais pour 700 millions c'était peut-être pas assez cher. Et donc peut-être que les concurrents indiens vont faire une meilleure offre qui sera peut-être acceptée. Bercy est en train de jeter un œil à tout ça et de suivre le dossier. On ne fait pas de commentaires. Voilà. Donc sur 900 références, apparemment il y en a 150 qui présentent des marges négatives, d'autant que l'État prélève une somme sur le chiffre d'affaires des génériques. Donc là, on commence un petit peu à comprendre où se situe le problème. Vous avez des pénuries en grande partie aussi à cause de ça. La Sécu achète les médicaments trop peu chers, en dessous du coût de production dans certains cas. Ils se permettent en plus de faire une taxe sur le chiffre d'affaires des génériques qui sont parfois à marge négative, ce qui est un peu zinzin. Donc évidemment qu'ils les fabriquent plus, ou qu'ils veulent surtout pas les fabriquer en France. Et alors, de l'autre côté, le gouvernement facture de plus en plus les médicaments aux Français. Vous savez que cette année, je crois, c'était en 2024, début de l'année, au 1er janvier, et il y a eu une franchise du médicament qui est passée de 50 centimes à 1 euro. Sur des médicaments contre le cancer qui valent parfois des centaines d'euros, voire des milliers d'euros la boîte, 1 euro de plus de franchise, tu t'en fous un petit peu, enfin 50 centimes de franchise. Mais évidemment, c'est un coup porté au marché des génériques et des médicaments anciens et des médicaments grand public en tout cas. Il y a beaucoup de fabricants qui gagnent rien avec ces génériques, mais on les facture de plus en plus aux clients. Donc il passe où en fait l'argent? Ah, ça c'était Bruno. Les dépenses de santé, ça peut plus être open bar. Donc quelque part, les pénuries de médicaments, ça les arrange. S'il n'y a pas de produit, les gens ne peuvent pas l'acheter. Donc il n'y a pas de remboursement. C'est quand même parfait ça. C'est comme pour les médecins. On fait en sorte d'en former le moins possible. Si on a quand même besoin de médecins, on va aller les chercher à l'étranger, comme ça nous coûte pas cher. On les a pas formés. Moins il y a de médecins, moins il y a de visites à rembourser, moins il y a de prescriptions. Puis s'il y a prescription, il n'y a pas le médicament à la pharmacie. Donc comme ça, ça évitera encore des dépenses de sécu. Donc quelque part, tout ça permet de faire des économies importantes. Et à la fin, il te dit, vous êtes quand même des salopards, vous consommez trop de médicaments, on va vous prendre 50 centimes de plus par boîte. Mais les médicaments continuent d'être fabriqués à l'autre bout du monde. Ça fait 4 ans qu'on nous bassine sur les pénuries de médicaments, sur la relocalisation. On va chez Sanofi. Pénurie de médicaments parce qu'ils sont fabriqués ailleurs. Fabrication lointaine, c'est fini. C'était il y a 4 ans. Non seulement rien n'a changé, mais la situation s'est aggravée. On a vu que la balance commerciale sur les produits pharmaceutiques de la France est sur le point de passer en déficitaire. On a vu ce qui se passe avec Biogarant, où non seulement ils ont des médicaments qui ont été retoqués, leur autorisation a été suspendue parce que le laboratoire indien faisait mal son travail, sur ordre de qui? Bon, ils sont capables de le faire, mais peut-être qu'on leur a demandé de faire le moins cher possible. Aucune remise en question de ce système. Personne n'a dit qu'il faudrait au moins que le laboratoire qui contrôle les médicaments soit situé dans l'Union européenne, puisse être contrôlable facilement par les instances européennes. Donc aucune remise en question de ce système de sous-traitance internationale, à la fois sur la production, mais aussi sur la délivrance des autorisations de mise sur le marché européen. C'est quand même un peu extravagant. Et alors non seulement on ne remet rien en question, mais on voit même que Biogarant est sur le point de délocaliser en Inde, parce que s'ils sont rachetés par un laboratoire indien, vu qu'ils n'ont même pas d'usine, ils n'ont que des contrats de sous-traitance, ce sera sous-traité en Inde. Voilà. Et donc on est toujours dans cette situation. Rien n'a changé, strictement rien, en 4 ans. Faut quand même y arriver, et la situation est même pire qu'il y a 4 ans. Mais on a payé un gouvernement qui prétendait relocaliser la production de médicaments en France. Ils ont fait une usine de paracétamol déficitaire, une liste de médicaments en pénurie pour savoir en fait quelle était l'étendue du problème et pouvoir dire nous connaissons le problème. C'est génial. Ils ont géré les pénuries au niveau national, et puis ensuite, ils ont fait exactement la même chose au niveau européen.
une liste de médocs, on gère les pénuries, on se partage la pénurie. Voilà. Et puis, on va créer une usine à gaz pour essayer de subventionner des activités non rentables sur le territoire. Voilà. On appelle ça la défense de la souveraineté européenne et la relocalisation à l'échelle européenne de la chaîne de valeur du médicament. Et voilà. Après, tu emballes ça, tu vois, c'est comme pour les logos du CHU de Nantes, on fait des grandes phrases. Donc voilà où on en est, j'espère que vous espériez pas la fin des pénuries de médicaments, parce que, bon, il y a un sujet autour de la Sécu. On ne peut pas avoir ce système et en même temps avoir une libre circulation des marchandises et des capitaux, et avoir des fabricants, qui sont la plupart du temps des multinationales, qui sont tout à fait libres de vendre leurs produits là où elles le souhaitent, et donc de prioriser des pays qui payeraient plus que d'autres. Donc ce deal de on vous paye pas cher les médicaments génériques et on vous engraisse un peu sur les médicaments d'innovation, comme ça en plus ça vous incite, bah finalement c'est un deal qui est censé être gagnant-gagnant, mais les industriels, de plus en plus, les labos, veulent simplement vendre les produits chers à la Sécu, les produits brevetés, et tout ce qui est générique, eh ben on va déléguer ça au tiers-monde, et puis la souveraineté européenne et française, on s'en bat les couilles. C'est exactement ce que fait Sanofi. On se focalise sur les bioproduits pharmaceutiques, machin, les trucs d'innovation de pointe, les traitements contre l'insuline, enfin contre le diabète qui sont très rentables, brevetés et rentables, et toute la branche grand public, médicaments grand public, qui sont souvent des génériques, même si ça fait du chiffre et un peu d'argent, allez, ça dégage. De toute façon, tendanciellement, le taux de profit diminue, on a plein de produits qui sont déficitaires, et puis, quand on va voir la Sécu, quand on veut vendre un produit cher auprès de la Sécu, elle nous dit, au fait, on vous achète d'autres produits grand public, genre le Doliprane, et il faudrait, en échange d'un bon prix sur votre nouveau produit innovant, nous faire une ristourne sur d'autres produits que vous nous fournissez. Donc si on sépare les entreprises, comme est en train de le faire Sanofi, en revendant toutes ces branches santé grand public, etc., eh bien, quand elle se pointera devant la Sécu, et j'imagine que ça fonctionne aussi comme ça dans d'autres pays, la Sécu ne pourra pas faire une sorte de marchandage, comme je vous l'ai décrit, pour obtenir des réductions supplémentaires sur les produits grand public génériques. Ils vont un peu avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, et profiter à fond de la mondialisation. On profite des pays à bas coût, Inde, Chine, qui nous fournissent toute la matière première pas chère, qui nous fournissent des études pas chères, parfois bidonnées. C'est génial, c'est loin des yeux de la Commission, ils mettent 17 ans à s'en rendre compte. Et puis d'un autre côté, quand il s'agit de vendre, eh ben, on est libre de prioriser certains pays plutôt que d'autres en fonction de la rentabilité du marché. Voilà. Et ce système n'est toujours pas remis en cause, et ne le sera jamais. Hein. Il y a du lobbying, il y a des campagnes d'élus qui sont bien financées pour que ça ne change pas. Et du coup, la souveraineté française, ben, ça passe en perte et profit. Tant qu'il n'y aura pas une sorte de sabotage général, genre payer les gens au lance-pierre, bazarder toutes les normes environnementales. Et bon, il y a peut-être des problèmes administratifs. Hein. On a vu que la France à l'administration, il y a des choses à régler, d'accord. Il y a peut-être une petite marge de ce côté-là où on peut récupérer de la compétitivité sans avoir une baisse du niveau de vie ou avoir une baisse de la qualité dans le respect de l'environnement et de tous ces trucs-là. Mais quand même, on ne sera jamais compétitif face à l'Inde ou la Chine. C'est stupide. Enfin, moi, j'ai pas envie de l'être. Hein. Peut-être que vous voulez. Si vous voulez peut-être bosser 60 heures par semaine pour 400 balles, c'est vous qui voyez. Hein. Ah bon, c'est peut-être pour la France, pour l'Europe, c'est pour la souveraineté européenne. Déjà qu'on vous surtaxe pour subventionner des usines inutiles. Bon, vous pouvez peut-être aller travailler, donner de votre temps pour la souveraineté de l'Europe. Ça peut être ça aussi, une forme de bénévolat. Vous faites votre 35 heures de riches, là, de gars surprotégés, et puis après, vous allez faire du bénévolat dans des usines pour compenser, quoi. Ça pourrait être une idée. Bref, après les pénuries de médecins, eh ben les pénuries de médicaments vont continuer, toujours sur la même tendance, et vous allez voir que l'année prochaine, ou d'ici 1 ou 2 ans en fait, vous aurez des grands articles dans la presse. Pour la première fois de son histoire, la balance commerciale pharmaceutique française est déficitaire. Comment expliquer un tel drame? Et voilà, et tu auras toujours la même histoire. Délocalisation, mondialisation, tarifs de la Sécu qui sont une politique qui n'est pas compatible avec cet environnement. Et voilà, il n'y aura pas tellement plus de choses à dire que ça. On pourra ressortir cette fantastique vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit et on se donne rendez-vous pour toujours plus de singerie.